Alors bonjour, durant ce cours nous allons avoir une introduction à la sécurité IT. Cette sécurité IT, on va voir quels sont les buts de la sécurité IT, quelques définitions. On va voir les principes des algorithmes symétriques et asymétriques. En premier, quelques exemples, quelques sites qui montrent quelques attaques. Celui-ci, qui est fait par la société Kaspersky. Vous avez Kaspersky, c'est un fabricant d'antivirus qui mémorise, qui identifie certains types d'attaques. On a les types d'attaques qui sont indiqués ici, OAS, ODS, etc. On va voir après à quoi ça correspond. Ça, c'est une classification faite par Kaspersky. Et on voit les lieux de départ, d'arrivée des attaques. On peut voir des statistiques, c'est le même schéma mais non plus sous une forme d'une map, mais on voit en fonction du temps quel le nombre d'attaques qu'il peut y avoir. Et si on regarde, vous avez OAS qui définit, d'après Kaspersky, ce qu'ils entendent par On Access Scan, ODS, On Demand Scan, etc., qui sont différents types d'attaques que Kaspersky a identifiés. Un autre site, ExploitDB. ExploitDB mémorise différentes attaques qu'il y a par ordre chronologique. On peut voir qu'il y a des exploits. Typiquement ici, j'ai une attaque sur un serveur particulier. D'accord, je peux, si je veux, c'est télécharger l'exploit. On voit que c'est un programme Python que je peux télécharger, par exemple. Je peux visualiser ce programme Python. Voilà. Ici. Donc on va pas voir le détail ici. Par exemple là, une chose que l'on voit, ce programme, ça c'est typiquement ce qu'on appelle un shellcode. Ce sont des codes machines compris certainement par un processeur Intel. Et ça, ces shellcodes, c'est quelque chose que l'on va voir au semestre d'été lorsque l'on verra le reverse engineering. Un autre site qui peut être intéressant, c'est un site qui mémorise certains articles que l'on peut trouver. Alors vous avez voilà, différents articles qui sont classés par ordre d'apparition. Vous pouvez par exemple, si vous faites un search et que vous marquez, si je me rappelle bien, The Hackers and News, et puis sur VLC, le programme VLC, et puis vous avez voilà les les différents articles que ce site propose sur le programme VLC. Donc ça, ce sont trois références qui peuvent être utiles dans certains cas. Alors, quand on parle de sécurité IT, on parle de confidentialité des données, d'intégrité des données, d'authentification, de non-répudiation et d'availability, c'est-à-dire de disposition, en sorte que les serveurs sont tout le temps disponibles. Quand on parle de confidentialité, les données sont encryptées et seulement quelques personnes peuvent lire ces données. Pour encrypter des données, eh bien, vous avez deux méthodes, une méthode symétrique et une méthode asymétrique. La méthode symétrique, vous avez une clé. Elle a quelques exemples d'algorithmes symétriques. Pour la méthode asymétrique, il y a deux clés, une clé privée et une clé publique, et quelques exemples d'algorithmes asymétriques. Le principe, c'est que Jack, qui est généralement le méchant, ne doit pas connaître les clés, et puis s'il ne connaît pas les clés, ne peut pas décrypter le message qui est ici. L'intégrité des données, ça garantit que les données n'ont pas été modifiées entre une source et une destination.
C'est pas nécessaire que les données soient cryptées, tout le monde peut les lire, mais on doit garantir qu'elles ne soient pas modifiées. Pour faire l'intégrité des données, on a besoin de fonctions de hachage et puis de la clé privée de Bob. Par exemple, Bob veut envoyer un message à une personne et ce message doit être intègre. Donc Bob va hacher le message, va utiliser sa clé privée et puis va signer c'est ce qu'on appelle la signature digitale, cette fonction de hachage qui est là. Et ça permet de garantir l'intégrité des données. L'authentification, vous avez Data Message Authentication qui identifie la source des données d'un système informatique, et la non-répudiation, ça garantit que si une personne envoie un message, eh bien ce message est reçu par le destinataire, la personne qui a envoyé le message ne peut pas dire qu'il n'a pas envoyé le message. C'est l'équivalent d'une signature digitale. Il y a aussi l'authentification des personnes. Si on fait la différence, Data Message Authentication, ça identifie un système informatique. Typiquement, vous êtes connecté sur un site HTTPS qui est une banque, qui est une école, etc., qui est une entreprise, et vous êtes sûr d'être connecté sur le bon site. Ici, ça va garantir l'authentification des personnes. Pour faire ça, on a différentes méthodes. Soit on a le traditionnel password, soit on peut avoir un certificat digital, on peut avoir des authentifications dynamiques où vous avez le password qui n'est valable qu'une seule fois. Vous avez des passwords valables qu'une seule fois qui dépendent du temps. On a des challenge response. Ça garantit, et ce password on ne peut pas le réutiliser. Vous avez des authentifications biométriques avec les empreintes digitales, la forme de la main, etc. Garantir que les données que les serveurs sont tout le temps utilisables. Quand on parle de serveur data availability, on parle pas seulement de serveurs, mais on parle aussi de redondance de serveurs, de redondance de routeurs, de switch, de disques qui sont en redondance. On parle de technologie RAID, de sauvegarde des données, de ligne de backup. Si vous avez votre ligne d'entreprise qui est cassée, eh bien il faut avoir une ligne de backup. Et puis tout ce qu'on appelle organizational management, c'est lorsque vous avez un problème, eh bien quelles sont les procédures à faire pour résoudre ce problème. Le contrôle d'accès, on va parler ici surtout de firewall que l'on verra dans le semestre de printemps. Donc un firewall, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le réseau internet qui est ici, le réseau interne qui est là, et puis le firewall qui est ici qui va protéger le réseau internet, le réseau intranet du réseau internet. C'est-à-dire que les personnes qui veulent accéder depuis Internet vont accéder dans une zone démilitarisée où vous avez des serveurs publics qui sont ici, qui sont accessibles depuis l'extérieur. Pour atteindre l'intérieur, on peut avoir un proxy qui fait office de cache entre l'intérieur et l'extérieur. On peut avoir d'autres méthodes aussi où une personne ici va s'authentifier sur le firewall et suivant l'authentification, eh bien, elle va pouvoir accéder au réseau interne ici. Tout dépend des configurations qu'il y a là-dessus. Quelques terminologies. Quand on parle de cryptographie, c'est un ensemble de techniques mathématiques qui vont permettre de protéger des données, par exemple. Cryptanalyste, c'est un ensemble de techniques mathématiques qui vont pouvoir casser les techniques cryptographiques qui ont été utilisées avant. Quand on parle de cryptologie, bien c'est l'ensemble des deux. Un cipher, c'est un algorithme qui permet de cacher de l'information, d'avoir ce qu'on appelle la confidentialité.
Le plain text, c'est le texte en clair. Le ciphertext, c'est le texte qui a été chiffré avec un algorithme, un cipher. Et puis la clé, c'est un paramètre secret du cipher qui est ici. Généralement, le code du cipher est public et ce qui est secret, c'est la clé. Alors, vous avez deux grandes catégories de chiffrement, la transposition et la substitution. Alors, la transposition, c'est pas forcément un chiffrement, c'est un déplacement de lettres. Si je regarde, vous avez ce qu'on appelle la citale, qui est ici, qui est représentée par un morceau de bois d'un certain diamètre. On enroule sur cette citale une bande de papier. Et puis on écrit sur cette bande de papier Send more troops to Southern Falkland. Et là, lorsque la bande de papier est sur la citale, c'est parfaitement clair. Lorsqu'on déroule la bande de papier, on voit un S, T, S, F, E, R, O, L, etc. qui est incompréhensible. Vous avez un site que l'on va abondamment utiliser durant le cours, descodes.fr. Voilà. Et puis, voilà, on parle de Citale, S-C-I-T-A-L-E. Voilà, chiffre Citale. Voilà. Alors ici, comment est-ce que le principe de ce site, on peut chiffrer un texte ici, il faut paramétrer ce chiffrement-là. D'accord. Et puis on va avoir le texte chiffré qui va être mis ici. Et il est aussi possible de faire du cryptanalyste, d'avoir un texte chiffré que l'on indique ici, et puis on va déchiffrer ça là, avec certains algorithmes de déchiffrement. Alors si je prends le texte que l'on avait ici, on voit qu'on a send more. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je vais écrire le texte ici. S-E-N-D, more, R-O-P-S, to, S-O-U-T-H-E-R-N. Oups, j'ai mis un P de trop. Southern Falkland. L-A-N-D. Et puis, on avait la paramétrisation de l'algorithme. Alors ici, on a 8. Si je chiffre, on a le résultat qui s'affiche ici. Et on a STSF, STSF, EROL, EROL. Voilà. Et là, on a le texte chiffré qui est ici. Donc, pour retrouver le texte en clair, il y a un décalage de 8 qui est fait ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la transposition. C'est un algorithme qui est cette méthode de chiffrement est très peu utilisée actuellement. La substitution est beaucoup plus utilisée. On a des algorithmes qui permettent de faire la substitution. L'algorithme le plus classique, c'est l'algorithme de César, que l'on va voir après. Vous avez qui est monoalphabétique, on verra à quoi ça correspond. Puis polyalphabétique, vous avez différents algorithmes comme Wigner et tous les algorithmes modernes, AES, DES, Triple DES, RSA, sont de type polyalphabétique. On va voir la modification après. Alors, si je prends le premier algorithme, Polype, donc on est environ 100 ans avant Jésus-Christ, eh bien on a une matrice ici de substitution où on a A, B, C, l'alphabet qui est ici, puisqu'on a 25 lettres et on a 25 cases dans l'alphabet, on a 26 lettres. On a groupé ces deux ici par exemple. Et le mot hello est codé de cette manière-là. Le H est ici, c'est le 23 qui est là. Le E
c'est le 15, c'est ça là, le L, etc. qui est ici, c'est le 31, 31. On voit une chose, c'est que c'est un chiffrement monoalphabétique, puisque le L est toujours codé par 31, 31. Ici. Alors si je viens sur ici et que je mets polype, chiffre de polype, voilà. Alors on a le message à chiffrer, c'est toujours la même chose. On peut chiffrer ici et puis déchiffrer ici. Donc le chiffrement, si je mets hello ici, il va falloir paramétrer ça. Donc là j'ai A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, R, S, T, U, V, W, X, Y, et je me suis trompé. A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà, il est configuré là. Et si je chiffre le mot hello, eh bien on a le résultat qui est ici et on retrouve hop, le 23, 15, 31, 31, 34 ici. Voilà. Le chiffre de César, où on fait un décalage d'une lettre, j'ai par exemple le H qui se transforme en I. Je peux montrer ça ici. Voilà. Donc j'ai alors de nouveau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Et maintenant, ça c'est l'alphabet ici, si j'ai le texte que je veux chiffrer, il fait beau, alors je veux le chiffrer, je le décale de 1, le I se transforme en J, le L en M, espace, le B en C, etc. Le A en B, voilà. Donc on décale d'une lettre. On peut décaler d'une lettre, deux lettres, trois lettres, etc. Ça c'est le principe de César. Ici, si je tape César, code de César, donc on a ici, alors là le il fait beau, un décalage de 1, l'alphabet c'est celui-ci, et bien j'obtiens ça là, JM. Est-ce que ça correspond à ce que j'avais? JMCB. Ah non, le F. Ah là, le FFF, c'est un G. G. Et puis le A, c'est un B. Voilà, je m'étais trompé. Voilà, donc là, ça c'est le chiffre de César. Vous avez Wigner. Wigner, c'est, on fait un saut, si on regarde, on passe de Jésus-Christ en gros à 1586. Vous avez une table de Wigner où et c'est le premier algorithme où on a une clé de chiffrement qui intervient. Lemon, lemon, lemon. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Le A et le L, alors ça c'est les lettres à chiffrer, ça c'est la clé. Donc le A, l'intersection entre A et L va donner la lettre chiffrée. Donc A et L, on a un L ici. Le T et le E. Le T et le E, on est ici, ce sera un X. Le T et le M. Le T et le M, ce sera un G, etc. Et on obtient ce texte-là.
Et pour le décrypter, eh bien, on a le même texte ici avec la même clé qui va permettre de retrouver le texte en clair ici. Alors, si je viens ici et je fais Vigenère, chiffre de Vigenère, voilà. Alors, le il fait beau, la clé c'est L-E-M-O-N, voilà, je chiffre, et puis on a le il fait beau qui est codé comme ça. Si je regarde, j'ai le I, le premier I est codé par un T, le deuxième I est codé par un V. Voilà. Donc on voit qu'il s'agit ici d'un chiffre polyalphabétique, comme on l'avait indiqué là-dessus, parce que chaque lettre peut être codée par une lettre différente. Il est possible, si je vois par exemple le A, LA ici, que dans la clé, j'ai un L ici et j'ai aussi un L ici. Si j'avais une clé de ce type-là, eh bien le A serait codé deux fois de la même manière. Alors, si on regarde comment si je devais coder ça, Vigenère, ce n'est pas autre chose qu'un algorithme de César avec un décalage variable. Pour faire ça, on remplace les lettres de A à Z par des chiffres, 0 à 25, et l'addition est faite avec un modulo. Donc on a le texte en clair, PI, est égal à KI, PI plus KI modulo 26. Donc ici, si je viens, donc j'ai pour Vigenère le il fait beau. Voilà la clé. Je veux mettre tout ça courrier. Voilà. Alors, le il fait beau, la clé, c'est CLE. Donc CLE. Alors, c'est alors 0, 1, 2. L 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis le E, c'est 0, 1, 2, 3, 4. 4. Alors comment est-ce que... Alors c'est un peu embêtant parce qu'on a le L qui vaut 11. Le il. Voilà. Donc le I, on va rajouter 2. Donc I plus 2, ça fait 1, 2, ça va être un K. Ensuite, le L, on va rajouter 11. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va être un W. Notez une chose, c'est que si on avait dépassé le Z, on a le modulo 26 qui nous ramène au A ici. Et puis après le F, on rajoute 4, etc. Donc ici, il fait beau, PCLE. On est dans Vision. Voilà, Vigenère, il fait beau, CLE, et on chiffre comme ça, puis après on a la clé qui est ici, le texte chiffré qui est là. Enigma. Alors Enigma, on fait encore un saut dans le temps, hein. C'est 1928-1945. Ici, si vous allez à Bletchley Park, Enigma il y a toute une histoire là autour, a été développé par les Allemands, a été cassé par les Polonais et ensuite les Anglais à Bletchley Park. Bletchley Park, si vous avez Londres, c'est environ à 110 km au nord-ouest de Londres. Il y a un musée qui est ici. Allez visiter ce musée, c'est vraiment intéressant. Alors ici, comment ça se passe? Vous avez, ça c'est la machine Enigma. Vous avez un clavier, des lampes, des rotors, et puis ce qu'on appelle un plugboard ici. Plugboard, c'est pas autre chose que des fils que l'on met ou que l'on ne met pas. Alors, on a le clavier qui correspond à ça. Les lampes, c'est ça là.
Les rotors, c'est ce qu'on voit ici. Et le plugboard, c'est les fils que l'on met ici, qui permettent ces fils, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? C'est si j'ai un S, il sera transformé en D. Voilà. Alors maintenant, si je pèse sur le A, ici la touche A, cette touche qui est ici, je pèse, j'ai un courant électrique qui circule ici, qui arrive dans le plugboard, je n'ai pas de fil ici, donc le A reste un A, arrive ici, on arrive dans le premier rotor, eh bien, transforme le A, transforme cette lettre qui arrive ici en une autre. C'est des fils qui sont mis là-dedans d'une certaine manière. Et puis, le courant arrive ici, il transforme le A en une autre lettre. Cette autre lettre est retransformée une deuxième fois dans ce rotor-là, une troisième fois dans ce rotor. On a le réflecteur qui est ici et on refait la même chose ici. On arrive là, hop, et puis cette lettre qui est ici est transformée en D. Et c'est la lettre D qui s'affiche ici. Voilà. Ici, et chose importante, quand on a pressé la lettre A, on a la lettre D qui s'affiche, on a ce rotor qui tourne d'un 26e. Ici, il y a 26 positions parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Il tourne d'un 26e. Quand on a pressé 26 touches, celui-ci a fait un tour et c'est celui-ci qui va tourner d'un 26e, etc. Donc on a différents types de machines. Le modèle avec 3 rotors offre une clé de 56 bits, 51 bits, ce qui est pour l'époque c'était énorme. Donc entre 1928 et 1938, vous avez un Polonais, Marian Rejewski, qui a réussi à casser cette machine et décrypter tous les messages allemands. Et puis 1935 et 1947, cette machine a été améliorée à Bletchley Park. Et puis Alan Turing était la personne la plus connue qui a travaillé là-dedans. C'était de loin pas le seul. Voilà. Une autre machine qui est nettement moins connue mais qui était beaucoup plus difficile à casser, c'est la machine, la Lawrence LZ42. C'est cette machine qui est là, que vous trouvez aussi à Bletchley Park dans le musée, mais c'est un musée qui est juste derrière le musée de Bletchley Park, ils n'ont pas pu s'entendre, bref, c'est pas important, voilà. Cette machine ici était beaucoup plus compliquée que la machine Enigma, était utilisée par le haut commandement allemand, et les Anglais ont fait, alors, le premier ordinateur, ils appellent ça un premier ordinateur, c'est une machine programmable, je ne suis pas 100% sûr qu'elle est entière. Mais enfin bref, ils appellent ça le premier ordinateur en 1943, avant ENIAC en 1946. Et vous avez, on voit ici, vous avez une machine à écrire, un ordinateur fait avec des lampes, l'ancêtre du transistor, et vous avez ici, on voit c'est d'environ 2 mètres de haut sur 1 mètre de large, vous avez 500 lampes en C du transistor qui représentent la mémoire RAM. Donc il y a 500 bits de mémoire qui ont permis de décrypter cette machine ici. Alors tous les algorithmes qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui sont des vieux algorithmes qui ne sont plus du tout utilisés, sont des symmetric cipher. Ou qu'est-ce que ça représente? Rappelez-vous, cipher, c'est l'algorithme qui va chiffrer un texte. Vous avez Bob qui veut envoyer un message confidentiel à Alice. Ils vont définir qu'ils utilisent un algorithme, un cipher. Typiquement, un qui est très souvent utilisé maintenant, c'est AES. Ils utilisent AES. Ils vont définir une clé de cryptage symétrique. C'est la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement. Donc on prend le texte en clair ici, on vient dans l'algorithme qui est pas le code de l'algorithme est parfaitement connu. La clé ici paramétrise cet algorithme. Ici on a le texte chiffré qui arrive sur internet, le texte déchiffré qui est décrypté par le même algorithme et la même clé, et puis Alice va pouvoir lire le texte qui est là.
Sur Internet, Jack peut capturer ça, mais s'il ne connaît pas la clé qui est ici, il ne va pas pouvoir décrypter le message. Actuellement, pour avoir des algorithmes, une sécurité, une très bonne sécurité, il faut avoir une clé qui a une longueur de 128 bits. Donc en 2020, il faut 128 bits de longueur de clé pour pouvoir garantir le chiffrement. Vous avez l'algorithme asymétrique. Donc ici, on a le même principe. Bob veut envoyer un message à Alice. On a un algorithme qui est choisi. Exemple d'algorithme RSA, DSA, DSA, pas DAS, c'est une erreur, DSS, Diffie-Hellman. Eh bien, on a deux clés. Une clé privée, une clé publique ou le contraire. C'est deux chiffres différents qui paramétrisent l'algorithme qui est ici. Bob a son texte en clair, il va encrypter ce texte avec une clé. Ça peut être aussi bien une clé publique qu'une clé privée. D'accord. Le texte est chiffré ici. Le texte arrive chez Alice. Alice va déchiffrer ce texte. Alors si Bob a chiffré ce texte avec la clé publique, Alice va devoir déchiffrer ce texte avec la même clé, avec la clé privée. Les deux clés publiques et privées vont ensemble, elles sont étroitement liées. Si le chiffrement a été fait avec la clé privée, ici, eh bien le déchiffrement devra se faire avec la clé publique correspondante.